C'est dimanche, mesdames et messieurs, et dimanche, c'est Info 7. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un chef des travaux de l'université de Kinshasa, une des grandes universités de notre pays qui, malheureusement, n'est toujours pas bien cotée quand on fait la classification des universités. C'est d'ailleurs une des premières questions que je poserai à mon invité. Il est conseiller juridique du MLC, il est coordonnateur de la jeunesse émergente de ce parti, candidat à la députation nationale dans la circonscription du Moamba numéro 337 à retenir, Maître Daniel Mbaou Soukissa. Très heureuse de vous recevoir. Sentiment partagé, madame. Chef de travaux à l'UNIKIN, mais quand on classifie les universités, moi j'ai lu dernièrement d'ailleurs, il n'y a pas l'université de Kinshasa. D'ailleurs, aucune des universités de la République n'est citée. Pourquoi? Quels sont les critères pour que nous n'y soyons pas ou que nous n'y figurons pas dans ce classement, dans plusieurs de ces classements d'ailleurs? Merci madame de la question. Je peux vous avouer que la classification tient compte des critères qui sont pluriels, notamment la qualité infrastructurelle des bâtiments, de l'établissement qui est concerné, notamment la qualité et la quantité de la production doctrinale, le nombre des articles, le nombre des ouvrages qui sont produits par année, et notamment aussi la fréquence et la quantité de production des thèses. Vous produisez combien de thèses par an? Vous avez un chiffre par rapport à l'UNIKIN? Des DS par an. Par an, dans votre faculté, vous avez un chiffre? Ce travail n'est pas systématisé jusqu'ici, au sein de l'université Kinshasa. Je ne suis pas venu ici, j'étais un diatribe sur mon alma mater, l'université qui m'a formé et pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, ou pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Cette question, elle est holistique, globale. C'est une question qui concerne toute la République, à part que l'université de Kinshasa. C'est ça que j'ai dit, à part l'université de Kinshasa. Toutes les universités du Congo ne figurent pas en bonne place. Le problème, c'est quoi? Le problème, il est fondamentalement lié à la gouvernance. Lorsque vous n'avez pas une gouvernance de qualité, une gouvernance qui met en mal l'enseignement, vous ne pouvez pas espérer avoir des universités trônées en rang avec d'autres universités internationales. Le candidat Seth Kikouni, qui est candidat à la présidentielle, d'ailleurs, comment dire, j'étais un peu l'anathème par rapport aux avocats. Il a dit, en tout cas, notre pays n'a plus besoin des avocats. Il faut former d'autres corps de métier, pas les avocats d'ailleurs. C'est à cause de vous que nous sommes aujourd'hui dans la pagaille, parce que les juristes, chacun a sa position sur telle ou telle matière. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que nous avons besoin encore, la RDC a encore besoin des avocats ou besoin des plombiers par exemple? C'est un exemple. Bien, merci madame. J'apprécie la désinvolture de Seth Kikouni, sa liberté d'expression. Je loue. Je considère que c'est son droit le plus fondamental. J'étais, n'est-ce pas, un diatribe sur les avocats, c'est son droit. Les juristes en général. Mais tel n'est pas le cas. J'aurais bien voulu, je serais d'accord avec Seth lorsqu'il dit les juristes. Parce qu'effectivement, ça serait nier une évidence. Lorsque je viens sur votre plateau ici, infirmer le fait que ce sont les juristes qui ont unimé ces pays. Depuis 1960 en nos jours. Vous savez combien de constitutions a-t-on expérimenté? 22 constitutions produites par les juristes, à la moyenne une constitution par des admis. Mais dans l'entretemps, la République démocratique du Congo n'a pas pu produire le constitutionnalisme, la démocratie et l'état des droits. Plus les juristes, mais dans la matière, on sent que les droits qui devaient être, n'est-ce pas, un facteur, n'est-ce pas, d'émergence de toutes les autres disciplines, ou même de tous les autres secteurs de la vie nationale, ne l'est pas pourtant. Pourquoi? Parce que l'enseignement, pour moi, qui est diffusé, enseigné aux universités congolaises, dans les différentes universités, n'est pas intégral. On devait former non simplement l'homme, mais tout l'homme, la morale, le droit, la science elle-même, et d'autres compartiments, notamment la capacité, n'est-ce pas, de produire sur la scène sociale des solutions concrètes à des problèmes qui se posent. Mais dans la pratique, vous remarquez que ce sont des juristes qui, en lieu place de trouver des solutions, ils vous créent des problèmes. Je vous cite en termes illustratifs. Ici, je parle non pas comme avocat, mais comme politique, la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle, qui ailleurs est considérée comme étant l'expression juridictionnalisée de l'état des droits, les derniers remparts de la justice, n'est-ce pas, les référentiels de toutes les institutions de l'organe judiciaire, ou de toutes les cours, la Cour constitutionnelle fait fausse route dans plusieurs arrêts. Et pas plus tard,
à peine la Cour constitutionnelle vient de rendre des arrêts de rétractation à la faveur des ex-candidats des Palou. La Cour n'a pas été saisie. On se pose la question de savoir par quel mécanisme la Cour a été saisie. Or, on sait en droit, conformément à l'article 168 et 93 de la loi organique, 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour sont irrévocables. Ils s'imposent au pouvoir public. N'est-ce pas? Ils sont inattaquables. Ils s'imposent même aux particuliers. La Cour vous produit des arrêts, la Cour se rétracte sans que celle-ci ne soit saisie. Il y a aussi l'arrêt de Jean-Pierre Bemba. Le dossier dans lequel j'ai été avocat. Ici, je parle comme politique. J'ai vu des histoires. La Cour a fait dire à la CENI ce que la CENI n'a pas dit. Compliqué. Est-ce qu'on peut croire à cette Cour, Maître Daniel Mbaou? Cette Cour, on peut avoir... Parce que les élections sont là, il y aura des contestations, il y aura des revendications. Peut-on avoir confiance vraiment à cette Cour constitutionnelle? Madame Telle que vous donnez ces illustrations? Madame Koef Timoutou, je ne suis pas en train de faire une invitation à la peur. Mais simplement, je constate que la Cour constitutionnelle, associée au FCC et à la CENI, forme ce que j'appelle les triangles de la mort. Ouais, le triangle de la mort, très fort. C'est difficile d'aller avec ces triangles de la mort, avec les deux binômes, je crois qu'on va en parler, ou les tandems de la fraude, les fichiers électoraux, y compris la machine à voter. Donc tout devient catastrophique. Voilà, nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous avons fait une entrée en matière assez fracassante. Le triangle de la mort, eh ben, c'est agréable à apprendre. Point de presse, Conseil de sécurité, vous le savez, hein, le Conseil de sécurité est arrivé à Kinshasa, a tenu beaucoup de réunions avec les autorités de notre pays, entre autres monsieur Néhémi, sur la sécurité et le processus électoral. Premier condensé raciste, s'il vous plaît. C'est une conférence de presse spéciale ce dimanche 7 octobre au quartier général de la MONUSCO qui commence par une pensée pieuse aux victimes de l'accident de Mbouba dans le Congo central. Une autre parenthèse a été consacrée au message de félicitations au gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Au bout d'une demi-heure, la Bolivienne Cordova Soupria se faisant compléter tour à tour par l'équato-guinéen Jobo Biang et les Français François Delattre a expliqué pourquoi les Nations Unies ont-ils cherché à connaître de la première main le défi auquel la RDC tout entière fait face pendant cette période électorale. Cette visite nous permet et nous a permis d'évoquer aussi l'importance d'effectuer des pas supplémentaires pour créer la confiance, créer les conditions d'un consensus le plus large possible sur l'organisation tant politique que technique des élections. C'est dans cet esprit que nous avons évoqué à plusieurs reprises avec chacun des interlocuteurs la nécessité d'une mise en œuvre effective, rapide et de bonne foi de l'accord de la Saint-Sylvestre, comme tu l'as dit, notamment les mesures de décrispation, ainsi que le respect des droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté de manifester, et le fait que l'opposition ait été autorisée à se rassembler le 29 septembre, le fait que ce rassemblement n'ait pas donné lieu à des incidents, est un exemple encourageant pour la suite. Tout en affirmant avoir constaté dans chaque parti consulté l'aspiration commune de saisir l'opportunité lors des élections du 23 décembre prochain, le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies ont réitéré l'engagement de travailler en vue d'obtenir un large consensus autour notamment de la machine à voter. Dans un autre chapitre, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu le travail remarquable de la MONUSCO en RDC et exhorte cependant la mission onusienne au Congo à être disponible pour répondre à toute demande d'ordre logistique relative à l'organisation des élections au pays. Les coordonnateurs du comité stratégique du Front commun pour le Congo rappellent que le FCC est d'abord un regroupement politique à caractère électoral. Cependant, Némi Mouilania confirme la tenue des élections qui auront bel et bien lieu le 23 décembre conformément au calendrier électoral de la CENI. Pouvoir choisir cette modalité de vote. Et rappelez-vous que dans l'accord inclusif, je pense le chapitre 4 chiffre romain, il est laissé la latitude à la CENI de choisir, n'est-ce pas, les modalités qui pouvaient tenir compte de la réduction du coût, mais aussi de la simplification des procédures de vote. Et dans tous les cas, je vous dis, nous laissons à la CENI s'occuper de ce qui lui revient en termes de prérogatives. Et le grand message que nous lançons, c'est que nous sommes prêts à aller aux élections le 23 décembre de cette année.
Quant à la question liée essentiellement à la machine à voter, ces cadres du FCC n'a pas de réponse particulière. Puisque son regroupement politique a accepté la machine à voter, il rejette ici l'idée d'un troisième dialogue. Nous n'avons pas d'avis particulier à donner vis-à-vis de la machine à voter, sauf que nous constatons que depuis qu'on parle d'elle, on ne nous dit pas toujours exactement qu'est-ce qu'on reproche à cette machine à voter. Et nous commençons à nous convaincre de l'idée qu'il y a manifestement une équipe qui n'a pas envie de jouer. Mais nous avons envie de jouer. Et voilà pourquoi nous avons demandé au Conseil de sécurité. Les parties prenantes doivent faire confiance à la CENI puisqu'elle tire son pouvoir de la Constitution, rajoute Némi Mouilania. Maître Daniel Mba, vous avez suivi votre confrère, si je peux le dire, Maître Némi Niamouila, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui a dit qu'il y a une partie des acteurs politiques qui ne veulent pas jouer le jeu, donc qui ne veulent pas aller aux élections. Vous êtes du MLC de l'opposition, donc il s'adresse directement à vous. Est-ce que l'opposition aujourd'hui est prête pour aller aux élections du 23 décembre 2018? Bon, avant d'aller dans les a priori, j'aimerais faire observer une chose, madame. Némi Mouilania, directeur du cabinet du chef de l'État, n'est qu'un acteur comme tout autre. Donc Némi Mouilania n'est pas qualifié à pouvoir donner la certitude sur l'organisation des élections le 23 décembre. Sinon, ça donne déjà l'impression qu'il gère la CENI. Sinon, ça donne l'impression comme quoi que ce sont eux qui imposent ces règles des jeux. Une machine à voter qui vient tourner les jeux électoraux en dérision. Madame, l'opposition a affûté ses armes. Nous sommes très organisés. Et c'est depuis lors que nous demandons les élections. Depuis bien avant 2016, nous avons combattu et nous y avons laissé notre sang. Il y a Kapangala qui est décédé. Rossi est mort à cause du 3e mandat. Tous sont morts parce que nous voulions les élections. Aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous dire, sous format, n'est-ce pas, ou sous une forme assez voilée, pernicieuse, que l'opposition a réfuté la machine à voter, n'est pas prête il a à dit, nos élections. Maître Némi, mon Dieu, son nom... Mouilania. Mouilania Wilonja. Mouilania, merci. Ouais, c'est lui qui tient les systèmes. Voilà, Maître Mouilania vous a dit, qu'est-ce que vous reprochez pratiquement à cette machine? Puisque tout a été dit, les gens qui expérimentent cette machine vous disent qu'il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à cliquer sur la photo, on imprime et ça va. Qu'est-ce que vous reprochez? À part les 18 recommandations des experts britanniques, bien sûr, qu'est-ce que vous reprochez? Quand on vous pose cette question pratiquement, vous n'avez rien à dire. Non, madame, il y a toute une pléthore de remarques à formuler sur la machine à voter. Je vous envoie déjà, ou je vous embrigade dans un débat de forme, avant d'aller au fond. La machine à voter pose un problème de légalité, de légitimité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sur le plan légal, la machine à voter se heurte à l'article 5 de la Constitution, qui consacre les principes du secret de vote. C'est un principe d'ordre fondamental, qu'on ne peut écorcher sans pour autant énerver les processus. Mais cette machine sera dans les urnes bien protégée. Oui, quelqu'un clique, ce sera un vote secret. Non, tous nous ne savons pas manipuler les nouvelles technologies de l'information. Tous n'avons pas la maîtrise des nouvelles technologies de l'information. Et même dans l'arrière-pays. Et même certains de nos parents, ils utilisent nos téléphones, smartphones, sans qu'ils aient la propension, n'est-ce pas, d'en manipuler dans la fonctionnalité. Et donc la machine va déjà poser problème. Parce qu'elle va requérir l'assistance électorale. Ça frise le principe du secret des votes. Et l'article 237 terre de la loi électorale est clair, madame. Et cet article dit express verbis qu'on ne peut pas utiliser des mécanismes de votation électronique pendant le processus en cours. Et bien plus, madame, in tempore non suspecto déjà. Voilà les juristes, toujours avec vos formules abracadabrantes qui ne résout pas le problème. Qu'est-ce que vous reprochez? Le problème. Mais ça, c'est sur le plan de la forme. Je vais aller sur le plan de forme. Mais la technologie est là, le monde évolue, maître Mbaou. Le monde évolue. Qu'est-ce que vous n'allez pas nous demander de régresser? Non, madame, il y a des innovations dans l'évolution qui sont inopportunes. Comme la machine à voter. Mais qui énerve tout un processus et qui sape la crédibilité d'un processus. Je suis expert en droit électoral. Je peux vous avouer qu'en droit électoral, il n'y a pas d'invention qui tienne plus que les bulletins à papier. Parce que même les États-Unis d'Amérique, très avancés du point de vue technologique, en ont expérimenté. Souvenez-vous, en 2000, 2001,
lors des élections de Bush. Ils ont tenté pour une fois d'utiliser la machine à voter. Al Gore a contesté les résultats. C'est fait une première où le contentieux fit porter devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis ont décidé de ne jamais utiliser. L'Argentine s'est levée contre la machine à voter. Il y a une campagne qui a fait grande figure en Argentine. Non à la machine à voter. Mais Nanga nous dit que c'est une invention non congolaise. Vote électronique. C'est comme ça que Nanga dit que c'est une invention congolaise. C'est une certaine particularité parce que la machine sera là. Ce n'est qu'une simple imprimante. Vous cliquez. Le papier sort et on dépose dans les urnes et c'est ça qui va compter. C'est pas ce qui a été cliqué dans l'ordinateur qui va compter. Ce que Nanga ne vous dit pas, sur le plan de fond, là je parle de la forme, que cette machine à voter maintient les décomptes automatiques. C'est-à-dire, en même temps que vous votez, à la fin des opérations, vous allez dresser, n'est-ce pas, les procès-verbaux. En même temps que vous dressez les procès-verbaux, il y a des procès-verbaux qui sont aussi dressés en soft. Et ce sont ces procès-verbaux en soft qui sont transmis automatiquement au centre des compilations. À ce niveau-là, tout peut être, n'est-ce pas, chamboulé. Mais ça sera contrôlé, parce que moi j'ai posé cette question à Nanga lors d'un atelier. Il y aura vérification entre ce qui se trouve dans l'urne nature, les papiers matériels, et ce qui est dans l'ordinateur. On va faire la comparaison quand c'est pas vrai, donc il y a quelque chose qui va Madame, ça ne va pas se faire ikensnouk. Sur le champ des opérations, sur le terrain de l'urne. Ça va pas se faire. Ça veut dire quoi? Ça ne va pas se faire sur le terrain de l'urne. Ça va se faire dans un bureau. Souvenez-vous, en 2006, les élections ont été proclamées dans un char, ou autour des chars de combat. Donc Nanga va proclamer ses résultats. Et nous, l'opposition, nous n'aurons qu'à recenser les procès-verbaux si nous contestons les résultats. Nous irons où? Devant la Cour constitutionnelle qui reçoit les injonctions du FCC. Vous comprenez un peu le schéma? On sait que les élections normales comme ça, la majorité ne pourra s'en sortir. Parce que la majorité n'est plus en osmose avec le peuple congolais. Madame, vous vous souvenez encore, sur la question, l'OIF a dit que ces fichiers, en fait, au-delà même du fichier qui est encore, pour lequel l'OIF a dit que les fichiers étaient perfectibles, mais les experts britanniques, voilà, c'est d'eux qu'il s'agit, ils ont relevé 15 écueils. Ils ont même dit à la CENI que la CENI puisse désactiver les dispositifs de communication externe, notamment, vous vous souvenez, les cartes SIM, le Wi-Fi, et que l'on puisse boucher les ports externes. Est-ce qu'une imprimante peut disposer en soi des ports externes et des dispositifs de communication externe? Vous savez, avec un smartphone, ça a été expérimenté en France, on peut téléguider les résultats électoraux à distance. Est-ce que le Conseil de sécurité est arrivé? Il a dit qu'il faut que vous trouviez un consensus par rapport au processus électoral. Je crois que la pierre d'achoppement, c'est la machine à voter. Est-ce que vous ne devrez pas vous mettre autour d'une table et avoir ce fameux consensus autour de cette machine? Qu'est-ce que ce Nanga dit? Que vous le vouliez ou pas, il y aura les élections avec cette machine. Vous vous dites non. Il y a même déjà des marches qui sont prévues par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 23 décembre? Vous êtes coordonnateur de la jeunesse émergente. Est-ce que vous allez dire aux jeunes du MLC ou aux jeunes de l'opposition de ne pas aller voter? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez boycotter les élections ou quoi? On ne comprend pas très bien. Madame, ce qui frise aujourd'hui, ce qui énerve, c'est l'unilatéralité des Nanga. N'est-ce pas? Il confond l'indépendance et la à la souveraineté. Nanga n'est pas souverain. Nanga, c'est un simple agent administratif affecté à la centrale électorale, par la volonté des parties prenantes. Nanga ne peut pas travailler simplement pour le compte d'une partie et contre l'autre. Madame, écoutez, cette machine à voter, nous l'avons dit, c'est une boîte à Pandore. Cette machine à voter, nous avons dit qu'elle se heurte aux considérations d'ordre juridique, d'ordre technique et d'ordre logistique. Et même nous nous posions la question, comment va-t-on déployer ces machines à voter à partir du moment où le gouvernement dit avoir coupé des relations techniques et logistiques avec la MONUSCO. Et je me pose aussi des questions, parce que c'est une machine, elle peut tomber en panne. Comment va-t-on faire? Quelle est l'alternative que Nanga nous propose dans l'arrière-pays à chaque fois que ces machines tomberont en panne? Il y a encore une question qui taraude mon esprit. C'est de savoir, dans l'arrière-pays, est-ce que a-t-on pris des dispositifs nécessaires pour identifier le nombre réel de machines à voter? Parce que c'est là aussi le problème. On peut vous dire formellement qu'on en a commandé 100 000 alors qu'on en a commandé 150 000. Il y a risque que l'on puisse sophistiquer la fraude
et que certains candidats députés de la majorité puissent s'auto-voter dans des bureaux fictifs dans leur maison. En tout cas, ce que j'ai retenu de vos dires, l'indépendance de la CENI n'est pas égale à sa souveraineté. Vous devez retenir cette phrase. Nous prenons le deuxième condensé, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la conférence internationale sur les enjeux politiques de l'Afrique et de la République démocratique du Congo et de l'expulsion des Congolais par le gouvernement angolais. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, c'est assez humiliant chaque fois que les Congolais, c'est vrai que nous sommes des sans-papiers, mais quand même le traitement est inhumain et la population se pose la question de silence assourdissant de notre gouvernement par rapport à ce comportement des autorités angolaises. Pendant 2 jours, les participants ont suivi des exposés sur l'histoire de la RDC, de l'Afrique et du monde. Le numéro 1 de la religion Vutuka en RDC revient ici sur l'objectif de cette conférence. L'asiatique bazali kolatela asiatique na bango arabe mpe bazali kobatela bango kasi biso bayino tokundisi boyindo na biso mpo nini mpo toyebi lisusu ntina ya mabele nini mondele ayebi ntina ya mabele eloko nini asali akosi biso te mabele eza na ntina te tolukalola ndeko yango bankumu ya yambo ya ntango wana bandimeki mondele bakoti na bokristo ntango bakoti na bokristo bandimite bakokendelola bango na population na bango bakomi kondimete bakokendelola basundoli mabele epai ya mondele. Pour la deuxième journée, Fumukusu Kiamba a mis l'accent sur les connaissances humaines. À en croire le chef spirituel du centre négro-africain Vuvamu, il est temps pour le monde et l'Afrique de se réconcilier afin que chaque État vive la paix et un avenir radieux. Les participants qui se sont regroupés en commission devront formuler des recommandations qui seront rendues publiques le 19 octobre prochain, retenues pour la clôture de ces assises. D'après plusieurs récits venant de Lunda Norte, les ressortissants congolais ont d'abord manifesté mercredi dernier contre la brutalité de la police angolaise à leur égard. Ils auraient utilisé machettes et divers autres objets contre les policiers commis aux opérations d'expulsion. Certains parmi ces Congolais sont des jeunes actifs dans l'exploitation artisanale des diamants. Ensuite, la police angolaise a ouvert le feu, faisant sur place 2 morts et plusieurs blessés, selon la télévision publique angolaise. Au total, 14 ressortissants de la République démocratique du Congo ont été tués, selon un comité des Congolais vivant en Angola. Depuis, les services officiels installés au poste frontalier de Kamako en RDC rapportent que plusieurs milliers de Congolais ont regagné leur pays. Parmi eux, il y a les refoulés et les retournés volontaires. Signalons qu'à Kamako, certains réfugiés congolais passent nuit à la Belle Étoile et d'autres dans des églises. Les images, nous les avons suivies dans les réseaux sociaux. Hein. C'est un peu le côté positif de ces réseaux sociaux, surtout pour les femmes. C'était assez... L'humiliation était au-delà de tout nom, parce que les femmes ont été fouillées, même dans leurs organes génitaux. C'était vraiment... J'ai pas de mots. Je suis femme et je suis atterrée devant ce silence de notre gouvernement. Je reçois un avocat avec moi. Comment vous êtes avocat, vous l'avez dit, spécialiste en droit électoral, vous l'avez dit, mais quand même... Est-ce que les Congolais, quand on est sans papier, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir des services des avocats? Même si on est sans papier, doit-on être traité ainsi? Qui peut les défendre, les sans-papiers? Normalement, qui peut défendre les sans-papiers? Non, mais madame, comme vous savez, en droit, quiconque, lorsqu'il est lésé dans ses droits,
fondamentalement, il a la faculté, n'est-ce pas, de saisir les instances judiciaires pour en faire valoir. Et c'est constitué conseil autant qu'il se pourrait. Mais dans le cas d'espèce, lorsque je suivis les images, madame, je ressentis la mort dans l'âme. Je vais au-delà du simple juridisme. Et c'est écœurant que des traitements comme ça soient inhumains, dégradants et cruels soient réservés à nos compatriotes. Je me pose déjà la question tout de suite sur l'identité de l'homme congolais. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait à Dieu pour que pareils affres nous arrivent? Et c'est très interpellateur. Je crois que je ne vous apprends pas. Vous savez ce qui se passe déjà en Israël. Nous sommes sous ultimatum. Et il a été le pays le plus croyant. On a dit le pays que Dieu a choisi chasse le pays le plus croyant de la terre. On nous demande de quitter. On nous a donné un ultimatum, je sais, c'est 48 heures ou 72 heures pour quitter Israël. La question que j'impose aussi, réfléchissons pas à l'absurde, maître. Mon Dieu, il faut que je maîtrise votre nom, maître Mba. Pourquoi les Congolais cherchent-ils à aller à l'extérieur? C'est seulement pour le recherche du mieux vivre? Ou c'est le comportement aussi du Congolais peut-être à l'extérieur qui fait défaut? Les gens se disent que le Congolais se comporte peut-être mal, là où il est, le Congolais... Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi ça qui compte ou quoi? Non, madame, globalement, c'est d'abord un problème de gouvernance. Le Congo, c'est parmi les rares pays au monde qui souffrent d'une crise de gouvernabilité. Le Congo est devenu pratiquement les terreaux de l'émergence de la pauvreté. Mais nous avons un ministre chargé de Congolais de l'étranger. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas officiellement ce qu'il a dit par rapport à ça. C'est coupable. C'est silence, c'est coupable. Est-ce qu'il s'est rendu en Angola? Est-ce qu'il a vu ses ressortissants, ses compatriotes? On ne l'a jamais fait, madame, parce que pareille situation est aussi démise ici au Congo. Depuis qu'on a tué nos compatriotes du Kasaï, il y en a qui n'ont jamais regagné leur toit. Il y a pratiquement près de 2 millions de déplacés internes. Il n'y a pas que des déplacés externes, ceux qui quittent le Congo pour aller ailleurs et ceux qui quittent les pays limitrophes ou entrent au Congo. C'est catastrophique. Et je me pose la question de savoir comment voulez-vous encore gouverner une nation alors que vous n'avez pas la capacité de donner le fondamental à cette nation. Pour votre information, la Révolution française de 1789 a eu comme point de déclenchement immédiat la diminution du volume du pain. Lorsque les sans-culottes investirent la Bastille et l'avenue de Saint-Antoine, ils étaient plus motivés par le fait que le roi ne leur donnait pas la possibilité d'avoir le minimum. Ils se sont dit, mais si le plus important ne peut pas l'avoir, a fortiori un petit pain. Et donc, ils ont dit, le manque de ces minimums équivalait à la mort. Et finalement, ils se sont révoltés. Mais je n'ai jamais compris le peuple congolais. Et de quel métal avons-nous été fabriqués? Nous sommes un peuple pacifique, nous voulons peut-être... C'est peut-être fondamentalement, le Congolais n'est pas un terroriste, le Congolais aime la vie, le Congolais ne veut pas mourir bêtement, il permettait l'expression. La vie c'est un don de Dieu, on ne peut pas se tuer parce que c'est peut-être ça le Congolais. Nous sommes bantous, nous aimons la vie. Je ne fais pas non plus un appel à l'Holocauste. C'est ça, on ne peut pas se faire harakiri, nous ne sommes pas des Japonais. Même pas. Mais ça veut dire qu'il y a des principes fondamentaux et universels, madame, sur base desquels les États modernes se sont appuyés pour ériger les institutions, notamment la liberté, l'État des droits, la démocratie. Et en ligne de mire, la dignité humaine, la sacralité de la vie constituent le noyau dur. Donc ce sont des droits fondamentaux que même l'État ne peut toucher. Et dans le grand manuel des libertés publiques, ces droits fondamentaux sont insérés dans ce qu'on appelle des libertés autonomiques. C'est-à-dire que même l'État ne peut y interférer. Ce sont les droits de la première génération. Mais lorsque l'État ne sait pas vous donner, on peut admettre que l'État nous prive les droits de la troisième et de la deuxième génération. Mais lorsque l'État ne sait pas vous donner les droits de la première génération, le droit à la vie, et les droits en fait, les droits à la vie, les droits... en fait, il y en a de trop. La dignité humaine, par exemple. Si l'État ne sait pas vous concéder ces droits, c'est-à-dire que l'existence de l'État est injustifiée. Parce qu'à la base, l'État, c'est un contrat social. La réciprocité, les relations internationales, c'est la réciprocité. Beaucoup de Congolais se disent que nos autorités sont trop laxistes et qu'il y a aussi beaucoup de sans-papiers en République démocratique du Congo. De fois, on se le dit pas.
il y a aussi beaucoup de sans-papiers en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de sans-papiers, il y a beaucoup d'étrangers. Mais pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Nous ne boutons pas dehors ceux qui sont sans-papiers et ceux qui sont étrangers chez nous, qui ne sont pas en ordre. Pourquoi ce laxisme chez nous, en République démocratique? Madame, je vous ai dit tout à l'heure, ici dans les relations internationales, ce qui compte, ce sont les puissances. Et la réciprocité. Ce sont les puissances, c'est un principe de droit international. Mais lorsque vous êtes un État fragile, vous faites quoi? Lorsque vous appliquez au pied de la lettre les principes de la réciprocité, et ils vont davantage appliquer. Et puis après, vous allez vous retrouver dans un goulot d'étranglement. Déjà, la gouvernance, nous sommes... est si faible que ça, nous sommes incapables. Même pas chasser les immigrés, les sans-papiers chez nous. Mais déjà, la DGM n'est pas très structurée, très organisée. Est-ce que vous savez le nombre d'étrangers que vous avez? Et peut-être pendant que vous parlez avec moi, il y a des sans-papiers qui entrent et qui sortent autant qu'ils veulent. Et les trafics de blanchiment des capitaux, qui le font généralement? Ce sont des gens qui ne sont pas repérés par les services de l'État. Donc l'État déjà actuel, au sens du droit positif congolais, s'il faut faire une étude analytique, l'État est malade. C'est comme ça, beaucoup d'auteurs, j'aimerais peut-être beaucoup plus technique, je vous en prie, oui. Beaucoup d'auteurs ont écrit sur l'État congolais, madame, c'est déplorable. Il y a même Émile Bongeli qui traite notre État d'État bébé. Il y a des auteurs qui disent que c'est un État Baudrich. Quand Mantamba dit que c'est un État dysfonctionnel, un État fragile. Un État, il y en a qui disent même, moi je ne suis pas d'accord avec cette assertion, qu'on serait un État voyou. Un État, république bananière en fait. Oui, vous vous rendez compte, je ne suis pas d'accord avec cette assertion, mais je vous dis que sous la scène internationale, les États ont des visages. Un État, c'est un être artificiel. C'est un être de la raison, n'est-ce pas? Et de la même manière que je peux aujourd'hui percevoir le visage de Mme Paulette Kimuntu, une dame bien jolie, c'est de la même manière qu'on peut percevoir le visage de la RDC sur la scène internationale. Et comment se présente? Parce qu'il y a des États qui sont monstres sur la scène internationale. Il y a des États qui ne sont pas respectés, il y a des États qui sont pauvres, des États qui sont malades. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de l'anamnèse générale de l'État pour proposer des solutions concrètes. Et les solutions concrètes ne peuvent passer que par l'alternance. Il faut placer les hommes qu'il faut. Vous êtes vous candidat dans la circonscription du Moamba, numéro, je l'ai retenu, 337. Que proposez-vous, ou pratiquement vous aussi, vous n'avez pas choisi d'être candidat pour avoir des chemises propres? Je vois, vous êtes déjà bien habillé, c'est peut-être pas pour les chemises propres ni pour des vestes. Mais quel est le but, l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez changer? Quelle est la loi, la première loi que vous proposerez quand vous serez député? Donc, madame, j'ai un projet de société. Merci parce que vous m'offrez les cadres. Je vous en prie, oui. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Un projet de société assis sur une vision triptyque. Je me bats d'abord parce que je me bats pour des valeurs. Il faut d'abord travailler pour asseoir dans l'homme congolais ces trois valeurs, ces trois principes. L'état des droits, la démocratie et la liberté. Et je considère que si les États occidentaux ont pu émerger, c'est parce qu'ils ont construit, comme les États-Unis d'Amérique, ils ont construit au cœur de l'Amérique un État des droits fondé sur la liberté. Et la liberté, c'est une symbolique. Et la liberté, c'est le droit des droits. Voici ce qui va structurer ma vision. Mais au-delà de cette vision, de cette structure triptyque, j'ai des lois que je propose. Mais je ne voulais pas dévoiler toutes les lois ici, parce que... Une des premières lois, qu'est-ce que vous voulez changer vraiment? Une des premières lois que vous proposerez? La première loi, c'est que je vais instituer les systèmes des targets. Ça veut dire target? Et d'évaluation. Ah, okay. Voilà. Et les systèmes de bonification. La loi sur la bonification institution du target. Dans les institutions publiques de l'État. Parce que je considère que vous voulez faire un genre de cotation des institutions? Ça veut dire que chaque 3 mois, lorsque vous êtes ministre, vous fixez des objectifs clairs. Vous êtes par exemple un ministre des Sports, vous dites dans une année, j'ai construit 3 stades. Et il faut qu'on organise ce qu'on appelle une réunion de revue d'engagement. À la fin de l'année, on vous évalue. Si vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous avez promis, n'est-ce pas, ou les objectifs que vous avez fixés en début de votre mandat, vous passez dans une phase que j'appelle la supervision spéciale. Ça sera réglementé. C'est-à-dire un ministre qui est soumis à un régime juridique spécial. Supervision spéciale, vous passez de la phase rouge, phase jaune plutôt, à la phase orange et à la phase rouge. Et en ce moment-là, la démission automatique. Vous franchissez le Rubicon. Oh, bravo, ça serait une la bonification. À chaque fois exemple. que vous travaillez, surtout pour les agents des services publics de l'État, notamment la DGI, plus vous faites de grandes réalisations, parce que c'est pour éviter la corruption, plus vous faites de grandes réalisations, plus vous êtes bonifié.
Et ça ferait quand même sérieux honneur qu'on voit un ministre qui monte un immeuble avec l'argent du bonus. Parce qu'il a été bonifié par la République. Et aujourd'hui, c'est honteux de voir des ministres rouler carrosse ou construire des maisons pendant que l'on sait que ce qu'ils gagnent comme salaire ne peut pas permettre à ce qu'ils fassent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, être ministre, ça ne tente plus, la jeunesse. C'est plus intéressant. Alors, on va restructurer ça, c'est la première loi. Et j'ai toute une panoplie de lois. Et je pense que j'ai l'avantage de l'avoir dit sur un plateau de télévision. Et demain, si vous apprenez pareille initiative, tout de suite, ils disent que c'est l'initiative de Maître Mbao qui a été de manière assez... collé. Non, non, en fait, qui a été volée de mauvaise foi. Nous allons en Arménie, comme vous le savez, il y a eu la tenue du sommet de l'OIF, et vous le savez, l'élément principal, l'info principale, eh c'est le choix de Madame Mishikiwabo comme secrétaire générale de cette organisation. Cela a suscité beaucoup de réactions, surtout dans les réseaux sociaux. Nous, moi je l'ai dit ouvertement, nous vivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Le monde virtuel remplace un tout petit peu le monde réel. Beaucoup de Congolais ont été déçus. Le premier pays francophone du monde qui n'ose même pas présenter un candidat pour l'Organisation internationale de la francophonie. Manquons-nous des éléments de qualité pour prendre ce poste-là? Bien sûr, toute l'Afrique était derrière Madame Mishikiwabo et évidemment le Canada a abandonné ou a mis out sa propre candidate Michel Jean pour les intérêts. Les Congolais, une certaine opinion, pensent que c'est pour les intérêts, que l'OIF n'est que, de toutes les façons, l'appendice de la France. Alors, nous allons essayer d'avoir le point de vue de Maître Mbao. Élection OIF raciste, s'il vous plaît. Pendant 2 jours, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part au 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Ouvert ces jours en Arménie, cet événement vise la désignation par consensus de la candidate rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF pour les 4 prochaines années. Dans son discours, après avoir rendu hommage à Charles Aznavour, le chef du gouvernement arménien Nicole Pachinian a invité la jeunesse de l'espace francophone à porter haut les valeurs de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses sommets. Dans son discours d'adieu à l'OIF, la Canadienne Michaëlle Jean, secrétaire générale sortante, s'est adressée en premier lieu aux victimes du génocide arménien et de la diaspora qui a donné à l'Arménie la dimension du monde. Elle a également déclaré qu'une telle organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est une organisation moribonde. Selon le secrétaire général de la diplomatie arménienne, 3500 invités de plus de 40 pays participent au sommet d'Erevan, dont de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Pour rappel, le thème retenu pour ce 17e sommet est « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de vie et de prospérité ». À noter également que la RDC est représentée à ce 17e sommet par le Premier ministre Bruno Tshibala. Maître Mba, vous avez suivi ce sommet de la francophonie et la petite pique de Michel Jean. Pour vous aussi, l'OIF est déjà une organisation moribonde, selon vous? Mais effectivement, elle n'est pas moribonde, simplement c'est une organisation qui est en pleine animation. Parce que la désignation de cette dame-là, Mushikiwabo, pour moi c'est un affront contre la démocratie, la liberté, l'état de droit, des valeurs cardinales qui structurent toute la francophonie, l'organisation dans son ensemble. Et cette nomination vient d'assommer la francophonie. La francophonie est infestée dans ses racines, dans ses valeurs fondatrices et fondamentales. Le Rwanda, qui est aujourd'hui qui n'est pas un exemple de démocratie d'ailleurs. Parmi les États violateurs des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Combien on a dénombré à l'est du pays? Plus de 10 millions. Et en ligne de mire, c'est le Rwanda qui tire sur nos compatriotes. C'est le Rwanda qui entretient toutes ces milices. Mais bien plus, le Rwanda n'est pas une démocratie. Le Rwanda n'est même pas une pseudo-démocratie. Ou comme Kibertafon disait, un bric-à-brac pseudo-démocratique. C'est une autocratie vorace. Au Rwanda, il n'y a même pas de liberté d'expression. Au Rwanda, il n'y a même pas des élections pluralistes et compétitives. Et je suis en train de me poser la question, sur base de quel principe la francophonie
dans son organisation, s'est-elle appuyée pour désigner cette dame rwandaise? Et puis la France, qui paraît aux yeux de la communauté internationale comme championne de la promotion des droits et libertés fondamentaux des citoyens. La France ignore même que le Rwanda a attaqué les viviers culturels français. Le centre culturel français, parce que la francophonie, c'est aussi la culture. Le Rwanda a basculé de la francophonie à l'anglophonie. Aujourd'hui, la première langue au Rwanda, c'est l'anglais. Alors, sur les 75 États, la RDC, par exemple, occupe la 2e place après le Canada. En termes de locuteurs, je me pose des questions. Votre pays, pourquoi est-il toujours figurant dans les grandes organisations internationales? Pendant que le petit Rwanda, le minuscule Rwanda, le miniaturiste Rwanda est en train de culminer sur le plan international, le Congo est en train de fulminer négativement. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est laxisme des autorités congolaises est blâmable, n'est pas louable. Et même Dieu demain, Dieu nous tiendra pour responsables. Et j'ai toujours dit que le malheur du Congo, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes le Congolais. Nous avons des valeurs, Madame Poète Kimuntu. Vous êtes une valeur. Et je vous ai toujours regardé avec beaucoup d'admiration. Le Congo a des dames comme Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo. Pourquoi le Congo est en impasse de faire la promotion de ses propres valeurs? Il s'agit peut-être des intérêts de la France. Comme vous le savez, le Rwanda et la France, leur relation a été en dents de scie. C'est peut-être une façon pour la France de se déculpabiliser par rapport au génocide rwandais de 1900, je ne sais même plus la date, ça m'énerve tellement. 94, ce génocide. C'est peut-être une façon pour la France de se déculpabiliser. Et vous le savez d'ailleurs, la dernière information, c'est qu'on a levé toute mesure par rapport à Abiyarimana. En tout cas, le parquet a clos le dossier définitivement par rapport à Abiyarimana. Donc, pour vous, ce n'est pas une façon pour la France de se racheter par rapport à ce génocide. Non, mais je suis d'accord que la France s'est inscrite dans une logique de rachitisme. C'est désolant. Mais on ne peut pas utiliser une organisation internationale comme la francophonie. On ne peut pas l'utiliser comme bouclier ou comme blanchisserie juridique. Et s'il y a eu des contentieux dans l'entretemps, par le passé, il y a des mécanismes diplomatiques, des règlements pacifiques des différends. La France n'aurait mieux fait que passer par la France. Et maintenant, là, on comprend, la France se dévoile. On comprend ce qu'est la France. Vous comprenez l'abandon du Canada? Pourquoi le Canada a presque abandonné Michel Jean toute seule devant Michel Kiwabo? Qu'est-ce qui a prôné cela? Les dessous de cartes de ce choix du Canada? Mais en réalité, ce sont des intérêts stratégiques. Ce n'est pas les mines, parce qu'on me dit qu'il y a des sociétés, des multinationales canadiennes à l'est de la République démocratique du Congo. La France et le Canada s'emploient dans ces multinationales. Donc là, vous êtes en train de me corroborer, parce que je disais que c'est pour des intérêts géostratégiques. Tout simplement. Notamment l'est du pays. On veut que cet espace reste un espace anaétatique. Parce que le Rwanda est placé là comme sentinelle. Moi, j'aime le terme en français facile. Anaétatique, ça veut dire un espace où il n'y a pas de souveraineté d'État. Exactement. Comme c'est le cas dans le Rutshuru, ainsi de suite. Pour qu'il y ait une exploitation. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays comme le Rwanda qui n'a pas de richesses minérales? Le Rwanda aujourd'hui est considéré comme Kigali est considéré comme la capitale la plus propre de l'Afrique. Vous avez été à Kigali. Mais le coltan s'y vend. Hein? J'ai vu Kigali. Du coltan. Kigali est construit. Et Kigali est construit sur base de quoi? Parce que les études ont renseigné déjà par le passé sous Mobutu que les richesses s'arrêtent à la frontière. Et les gens se posaient des questions, est-ce que c'était intentionnellement fait par les colons lorsqu'ils étaient en train de faire des tracés frontaliers ou c'est la volonté de Dieu? Parce que Rwanda, là-bas, il n'y a pas de richesse. C'est vrai que moi, je me dis aussi, il faut réfléchir de l'autre côté. C'est vrai que le Rwanda n'est pas un exemple de démocratie. C'est vrai que le Rwanda est une dictature. Vous avez cité tous les mots, en tout cas, démoniaques, permettez l'expression par rapport au Rwanda. Mais on a l'impression j'ai bien dit, on a l'impression que le Rwanda se développe. Et notre part de responsabilité à nous, Congolais. Le Rwandais prennent ce coltan qui se trouve chez nous
et ils développent chez eux. Qu'est-ce qui empêche à nous Congolais, qui avons ce coltan chez nous, tous ces minerais chez nous, de nous développer? On va dire encore c'est la faute à la communauté internationale, c'est la faute à Kagame, c'est la faute à Macron, ou c'est la faute à qui? Notre part de responsabilité, où se situe la part de la responsabilité du Congolais dans ce bric-à-brac que nous sommes aujourd'hui? D'accord, madame, mais c'est clair, le problème du Congo, c'est un problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de gouvernabilité. Il y a une crise d'hommes. Le Congo a un problème de leadership. Sur la scène internationale, les puissances peuvent coopérer entre elles pour asseoir, n'est-ce pas, des multinationaux au fin d'organiser des exploitations à intérêt égal. Parce que le Congo n'est pas en mesure de faire, je me pose des questions. Est-ce que c'est par manque de volonté ou simplement parce que le Congo ne peut? Une fois, je me posais la question, soit le Congo veut mais ne peut, ou soit le Congo peut mais ne veut, ou soit il ne veut ne peut à la fois. Et cette question, il faut la poser à ceux qui ont les leviers du pouvoir actuellement. Est-ce que quand il y aura cette alternance que nous souhaitons tant, que la majeure partie de la population soutient... Il faut un leadership exemplaire avec l'alternance. Notamment... ce secteur-là, qu'est-ce que vous allez faire de ce secteur minier là, il faut quelqu'un, un président fort, avec un exécutif puissant. Et les prototypes de ces présidents, je le voyais en Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo... disqualifié d'ailleurs. Non, il est disqualifié, il peut revenir parce qu'il est pays organisé tel qu'il est. Et qui crut que le candidat du Palou allait revenir? La Cour s'est saisie d'office. Non, qu'ils sont de retour. Non, les ex-candidats du Palou à la députation nationale. Mais à la présidentielle, c'est déjà clos. Non, ben c'était aussi clos, mais lorsque la Cour rend son arrêt, cet arrêt inattaquable. Vous voulez notre dialogue pour faire un il n'y a pas de dialogue, mais ça peut faire jurisprudence. Si la Cour se rend compte, vous savez que la Cour peut être ressaisie pour interprétation de son propre arrêt conforme à l'article 93 ou pour rectification lorsqu'il y a omission ou erreur matérielle. N'est-ce pas? Donc Jean-Pierre Bemba peut revenir. Mais effectivement, parce que le procès de Jean-Pierre Bemba est en cours. La cause de Jean-Pierre Bemba est pendante. Le dossier n'est pas encore irrévocable. La Cour constitutionnelle avait fait fausse route en faisant œuvre du législateur, en affirmant sans embâche que l'affaire était clôturée. Mais aujourd'hui, quiconque le sait, c'est un secret de polichinelle. Jean-Pierre Bemba a relevé appel. Ce qui revient à dire conformément aux dispositions pertinentes du statut de Rome, Jean-Pierre Bemba a la possibilité, n'est-ce pas, d'être totalement blanchi. Soit en instance d'appel, soit en instance de révision. Lorsque la Cour pénale internationale aura constaté dans l'entretemps qu'il y a eu des erreurs de droit. Est-ce qu'il y a une certaine opinion, Maître Mbao, qui dit que le Congo, la République démocratique du Congo, doit quitter la francophonie? Vous partagez cet avis? Nous devons quitter la francophonie comme on a dit à un moment qu'on devait quitter la CPI? Toutes ces organisations, ça ne sert absolument à rien pour l'Afrique et tout ça. Est-ce qu'on doit quitter l'OIF? Madame, lorsque vous quittez l'OIF, vous quittez pour aller où et qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Parce que c'est dans des instances pareilles que les États prennent des grandes décisions. Mais on ne pèse pas, on ne sent pas notre présence, on ne sent pas... le Congo, d'ailleurs, le président n'y est pas allé, il était représenté par Bruno Tshibala. Commencez d'abord par reconstruire votre respectabilité sur le plan international. Devenez sérieux. C'est fini. C'est ça la panacée. Devenez sérieux. Et vous allez peser les organisations internationales. Vous avez la forêt, vous avez la faune, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des minéraux. Vous pouvez vous vendre trop cher sur la scène internationale. Le Brésil en fait autant. Le problème du Congo, parfois, je me pose des questions, excusez-moi, ça sera peut-être trop fort. J'étais en train d'écrire un article, malheureusement, je l'ai mis de côté. Est-ce que la République n'était pas une république des EBT? EBT avec on donne l'impression comme si on était intelligent, on avait fait de très hautes études. Mais voilà, les gens qui ont fait de très hautes études s'est transformés en turiféraires, en train d'applaudir un tyran, en train de travailler pour un remplement des mandats, alors que la Constitution a déjà fixé les règles des jeux. Et dans l'entretemps, vous voyez un opposant qui a combattu, qui a fait beaucoup d'années de combat et qui se rétracte en un clair de jour. Je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe dans le mind? Parce que moi, je considère que le commencement du droit, surtout le droit constitutionnel, c'est l'homme. N'est-ce pas? C'est son âme, son imaginaire. Ce sont des récits, des mythes et des valeurs. Est-ce que nous, Congolais, avons-nous des mythes et des valeurs? On n'a pas de référence parce que nous y allons d'ailleurs, nous prenons d'ailleurs, quand vous parlez des mythes et des valeurs racistes, nous allons parler de la présentation de Denis Mukwege. Hein. Comme vous le savez, Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix, mais ce prix Nobel a été timidement
en tout cas, à Kinshasa, on n'a même pas senti l'implication du gouvernement pour féliciter ce docteur qui se bat pour sauver des vies humaines, réparer les femmes, vous comprenez l'expression. Et nous allons parler aussi de la jeune fille, parce que la jeune fille, comme vous le savez, est vraiment un maillon de la chaîne que compose la société congolaise avec ce phénomène Oudjana qui bat son plein. Maître va nous en parler un peu plus. Le 5 octobre 2018, Denis Mukwege est désigné prix Nobel de la paix 2018. Un motif de fierté pour la nation congolaise, mais surtout pour l'Union de jeunes congolais pour le changement qui a procédé ce mercredi 10 octobre à la salle de Fatima à la présentation de l'homme et de son extraordinaire reconnaissance mondiale. C'est le premier Congolais, non seulement Congolais, mais aussi dans l'Afrique centrale à l'avoir eu. Donc vous imaginez la portée de ce prix. Et aussi dans le monde, le prix Nobel, c'est le dernier de tous les... En fait, c'est le prix le plus prestigieux. Et si un Congolais, l'un de nous, mes frères et sœurs, a eu ça, moi je crois, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être content, mais ce qui est important, c'est de s'approprier ce prix, les valeurs que ça incarne, mais aussi continuer la lutte. Parmi les intervenants, José Adolphe Boto est un de témoins oculaires. Il a travaillé pendant plus de 10 ans aux côtés du célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege. Le travail de Mukwege a été pendant longtemps ignoré par les Congolais, que ce soit au sommet comme au niveau de la population. Il y a d'autres personnes qui ne découvrent le docteur Mukwege qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous rentrions, que nous puissions revenir pied sur terre et reconnaître la valeur que mérite cet homme. Plus de 40 000 femmes opérées, c'est un record mondial dans la gynéco. Le coordonnateur national de l'IDGPA a retenu de Mukwege que la mauvaise gouvernance caractérisant selon lui les régimes de Kinshasa serait à 90% facteur favorisant des exactions à l'est de la RDC. Réparer une femme, c'est réparer toute une nation. C'est aussi avec cette phrase fascinante que Gérard Bissambo de l'AETA a choisi de rendre hommage à Denis Mukwege. Pour son engagement à aider les autres autour de lui, le docteur Mukwege a reçu d'autres distinctions, notamment un doctorat honoris causa en 2010, le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2008, mais aussi les grands prix de la Fondation Chirac. Le docteur Denis Mukwege, premier prix Nobel congolais, est né le 1er mars 1955 dans le Sud Kivu. Il est aussi pasteur chrétien évangéliste de courant pentecôtiste dans une église de Bukavu. Il devra recevoir officiellement ses prix le 10 décembre prochain. Aujourd'hui, 600 millions d'adolescentes s'apprêtent à entrer dans un monde du travail transformé par l'innovation et l'automatisation. Jamais elles n'ont été aussi nombreuses. Elles constituent une source abondante d'idées et de solutions dont peuvent bénéficier toutes les filières. Trop souvent, les filles n'ont pas les loisirs ou la possibilité de libérer tout leur potentiel. La discrimination systématique, les préjugés et l'absence de formation sont autant de barrières qui se dressent devant elles. À cet effet, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, invite toutes les nations à agir ensemble pour vaincre les obstacles qui font que, à l'échelle mondiale, les femmes représentent moins de 30% des diplômés des filières informatiques et communication et occupent moins de 30% des emplois dans les domaines de la recherche et du développement, par exemple. Les stéréotypes sexistes qui pèsent sur l'éducation des filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et de mathématiques prennent racine dès l'école primaire et ont pour effet dévastateur de faire douter les filles de leur potentiel. Bien que le nombre de filles scolarisées soit plus élevé que jamais, nombre d'entre elles n'acquièrent toujours pas les compétences dont elles ont besoin pour réussir dans la vie. De plus, on estime que dans 5 ans, plus d'un tiers des aptitudes professionnelles jugées importantes aujourd'hui seront supplantées par d'autres. Le secrétaire général de l'ONU demande à tous de faire en sorte que les filles disposent des compétences polyvalentes et durables telles que l'esprit critique, la créativité et la maîtrise du numérique. Il est également essentiel qu'elles aient pour modèle des figures exemplaires, en particulier dans les domaines où les femmes sont peu représentées, notamment dans les sciences. Soucieux de donner aux jeunes le moyen d'agir, Antonio Guterres dit avoir récemment lancé la stratégie jeunesse 2030 qui permettra de travailler avec les jeunes, de cerner leurs besoins et de donner vie à leurs idées. À l'occasion de cette célébration, l'appel est donc lancé de nouveau à aider chaque fille à développer ses compétences, à entrer dans le monde du travail sur un pied d'égalité et à exploiter tout son potentiel.
Daniel Baou, le docteur Denis Mukwege, le premier Congolais à avoir reçu ce prix Nobel de la paix. Mais comment vous, personnellement, vous expliquez la tiédeur de nos autorités pour le féliciter? On n'en parlait presque pas dans les stations officielles de chaînes de télévision et des radios et tout ça. Comment vous expliquez cela? L'explication est simple. Je la trouve simplement dans l'insouciance et dans la forte culture de la médiocrité qui a lieu domicile au Congo. Et ce que j'ai remarqué dans le chef des gouvernants congolais, il y a une crise de la sublimation des lettres. On n'a pas une culture, n'est-ce pas, d'élever au rang des héros, au rang des personnes apprimées, des gens qui méritent. En effet, avec les musiciens, sans aller à l'encontre, nous n'allons pas stigmatiser les musiciens, mais on le fait avec les musiciens, qui sont décédés d'ailleurs, ce qui est paradoxal. Mais pour les autres domaines, peut-être, on n'en tient pas. C'est très décevant. Cette question, le gouvernement l'aurait prise à bras-le-corps. Parce que Mukwege, c'est une première au Congo. Et d'ailleurs, en Afrique centrale, il n'y a pas eu de Mukwege jusqu'ici. C'est le premier prix Nobel en Afrique centrale. On a vu pratiquement la réaction du Cameroun. On a vu la réaction de certains États de la sous-région et des grandes personnalités, et même sur la scène internationale. Heureusement qu'ici au Congo, nous, le mouvement de libération du Congo, sous l'égide de la secrétaire générale F. Bazaïba Massoudi, nous avons organisé une grande cérémonie pour honorer Mukwege. Des gens comme Mukwege, s'il était en France, après sa mort, on l'aurait panthéonisé. Malheureusement, au Congo, on n'a pas la culture de la panthéonisation. Vous avez été, je crois, à Paris, vous connaissez le 5e arrondissement. Qu'est-ce qui est écrit, n'est-ce pas, sur le fronton? Il est écrit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante. Donc notre patrie est reconnaissante. Malheureusement, nous n'avons pas cette culture. De la reconnaissance. Et même lorsque vous allez au 8e arrondissement, vous voyez l'Arc de Triomphe. À côté, gît la tombe du soldat inconnu. Voir comment on peut pousser nos enfants à aller dans l'armée, à accepter de mourir sous le champ d'honneur, comme les militaires, les méouis américains. Lorsqu'ils meurent, rassurez-vous, ils meurent avec sourire aux lèvres. Et ils passent l'arme qu'ils ont à gauche. Et cette expression, nous les tenons des Américains. Passer l'arme à gauche, parce qu'un individu, un militaire, mais oui, s'est dit, ben, je ne suis qu'un citoyen. Mais j'accepte de faire couler mon sang pour une grande puissance, pour ma patrie. N'est-ce pas ce que les Congolais ne peuvent pas faire? Tout part de quoi? Parce que notre gouvernement ne s'est pas primé. C'est pas sublimer. On n'a pas la culture, n'est-ce pas, des distinctions. Parce que Mukwege a reçu autant de distinctions. Au Congo, aucune distinction. Même le prix Sakharov. On n'en a pas parlé, c'était passé comme ça. Mais au Congo, aucune fois j'ai vu le président de la République ou le Premier ministre lui faire une distinction. Et la chancellerie des ordres nationaux ne travaille que pour l'intérêt du FCC. C'est malheureux. Est-ce que vous avez déjà vu le soldat inconnu? Est-ce que les Congolais savent ce que c'est le soldat inconnu en France? Lors de la Première Guerre mondiale, ce fut un militaire et qui n'a pas été clairement identifié français. Et on a su simplement qu'il était français, mais le visage n'a pas été clairement identifié. On l'a inhumé avec honneur et on l'a appelé soldat inconnu. Et chaque 18h30, il y a la flamme qui est ravivée. Et même chaque année, le président de la République, il va pour raviver la flamme du soldat inconnu. Mais qu'est-ce qui reste encore? Si au Congo, nous n'avons pas de modèles à sublimer, nous n'avons pas de personnes à élever, en science, il n'y en a pas au Congo. Il n'y a pas de prix spécifiques. Dommage. Malheureusement. En politique, il n'y a pas de prix. Des gens comme Etienne Tshisekedi auraient reçu des distinctions. Et des gens comme Rossi Chimanga Mukendi, il aurait reçu ne serait-ce qu'à titre posthume. Et en ce moment-là, ça galvaniserait les jeunes gens. Et tout le monde comprendrait qu'il n'y a pas de valeurs qui puissent être supérieures à la liberté, à l'état des droits, à la démocratie. Des gens qui militent, des militants des droits de l'homme. Vous voyez, depuis des États comme le nôtre, des États autocratiques, on arrête des gens qui travaillent et on critique des gens qui doivent être mérités. Ou qui doivent obtenir des mérites, excusez-moi. Qui doivent obtenir des mérites. Mukwege, aucune ovation frénétique du gouvernement. Même celui qui a... La Namende, vous avez suivi. C'était timide.
Et c'est comme si... c'est ni la sanctification ni la béatification. Voilà. Exactement ce qu'il a dit, mais il y a aussi celui qui a trouvé les médicaments contre l'Ebola, le docteur Muyembe. On n'en parle même pas. Et si on pose la question à un Congolais, qui est Muyembe? Personne ne le connaît. Et pourtant, il est là au front contre l'Ebola depuis des années. Mais vous parlez de Muyembe, madame. Il n'y a pas que Muyembe. Et même dans le domaine footballistique. J'ai vu des anciens léopards trimer. On va parler d'Undaï tout à l'heure. Et mourir. On va en parler tout à l'heure. Et puis, vous voulez avoir de très bons résultats. Alors qu'il y a des âmes qui pleurent, des âmes qui ont remporté des trophées pleurent. Vous savez, la vie de l'homme, c'est dans l'âme. Il y a des gens qui ont donné au Congo l'honneur qu'il fallait à une époque déterminée. Et le gouvernement ne sait pas prendre des responsabilités qu'il faut. Quant à ça. Nous allons parler d'Undaï tout à l'heure. Nous allons d'abord aller... parler de... Non, nous n'avons pas encore terminé, nous allons parler de la jeune fille, hein. Vous êtes juriste. On m'a dit de vous poser, un internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que ces filles mineures qui sont arrêtées, comme Oudjana, est-ce qu'on doit normalement les arrêter? Elles sont mineures, est-ce qu'on doit les arrêter? Et quelles sont leurs responsabilités face à ce phénomène qu'on appelle Oudjana? Vous êtes juriste. Est-ce qu'elles sont fautives? Sur le plan strictement des droits, il faut retenir qu'un mineur ou une mineure ne peut commettre une infraction. C'est quand même désolant. S'il est attesté que ces filles sont effectivement mineures... Si on doit les relâcher normalement. Non, ces filles sont justiciables devant les tribunaux pour enfants. Et les mineurs ne peuvent commettre, madame, que des manquements. Pas des délits, hein, non, pas des délits, pas des préventions, des manquements. Et les mineurs ne sont pas susceptibles d'être arrêtés, mis en prison. Ils bénéficient de ce qu'on appelle des mesures de réencadrement et de réinsertion. Ce qu'on aurait dû faire en bon temps si on était un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est un état qui n'a que la règle des droits comme norme de référence. Mais si on veut effectivement appliquer la norme des droits telle qu'il faut, ces filles mineures ne devaient pas être traitées comme cela. Parce que le mal est ailleurs, le mal est dans la racine. La pauvreté, je vous ai dit au sein de Bosch et ma prise de parole que le Congo est devenu le terreau de la misère. Et si ces filles le font, il y en a qui le font parce que, je n'applaudis pas, des mains, l'oudjanisme, si ça peut exister. Mais il y en a qui le font simplement parce que les parents n'ont pas de moyens. Mais il y en a qui disent que non, la pauvreté n'est pas une raison pour pousser ces filles à faire cela. Il y en a qui disent non, ce n'est pas vrai. Il y a des pauvres qui ne font pas cela. On ne peut pas tout le temps dire que c'est à cause de la pauvreté qu'elles le font. Donc c'est aussi c'est du sophisme. Il y a des gens qui disent ça, c'est du sophisme tout simplement. Non. Parce qu'il y a des pauvres dans le monde qui ne font pas de la prostitution, guillemets. Non, vous savez, les faits sociaux, hein, ils sont généralement globaux, totaux. Il faut les appréhender de manière holistique. Il ne faut pas simplement aller mettre ses filles sous la sellette. Ou à la sellette, dire voilà, elles sont fautives et la pauvreté n'est pas une justification. Pas une justification. Mais dans l'entretemps, après la commission des faits, de ces manquements, qu'est-ce que l'État fait pour le réencadrement? On a appris qu'il y a eu des Oudjana qui ont été condamnés au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Et après, ceux qui ont été relaxés, qu'a fait l'État? Aucune mesure. Aucune mesure. Le réencadrement. Alors, ça c'est une crise d'État. Nous sommes dans une forme, excusez-moi, je vais aller plus loin. Et s'il faut vraiment rentrer dans le droit constitutionnel classique, l'État congolais court le risque d'un statocide, de même le risque de mourir dans ses valeurs, aussi bien sur le plan démocratique et culturel. Vous êtes vraiment dans le Congo pessimisme. Hein, non, pas dans le Congo pessimisme, je suis dans le Congo profond, madame. Je valide votre culture dans toutes ses dimensions. J'évalue des différentes politiques publiques. Je me rends compte que le Congo est totalement déboussolé, désorbité. On va où là, madame? Nous allons d'ailleurs au Congo, au Congo central. Vous savez, l'accident qui s'est produit la semaine dernière, vous avez vu les images, c'était atroce comme toujours. Le Congolais vraiment ne compte que pour du beurre, mais dommage. Nous allons savoir un peu où ça se situe l'évolution de cet accident. Et la police nationale, vous avez suivi aussi les images à Lubumbashi. On avait accepté le meeting de l'opposition. Le maire de Lubumbashi a accepté et le maire adjoint a dit non. C'était vraiment l'imbroglio à Lubumbashi cette semaine. Alors, plus de détails, Rassis, s'il vous plaît. Tout est parti de la décision de leader de l'opposition d'aller rencontrer le maire de Lubumbashi à son cabinet.
Ne l'ayant pas trouvé, les membres de l'opposition politique congolaise ont improvisé une marche au niveau du marché Nzanza pour mobiliser la population contre la machine à voter. Fort malheureusement, ils ont été violemment dispersés par les éléments de la police nationale congolaise. Martin Fayoulou, Délice Sanga, F. Bazaïba, Adolphe Mozito et Jacquemin Chabani étaient de la partie et constituaient la délégation venue de Kinshasa pour participer au meeting qui devrait avoir lieu ce samedi. Pour rappel, le meeting de l'opposition initialement autorisé a été annulé vendredi par le maire adjoint de la ville qui a évoqué des contraintes sécuritaires. Dans ce document, le bilan officiel passe de 39 à 53 morts, alors que les personnes blessées sont au nombre de 72. Par ailleurs, 12 personnes sur les 84 blessées au départ. Ce lundi, le carcasse de camions accidentés ont été déplacés du site de la tragédie et 2 corps calcinés ont été retrouvés, rapporte ce communiqué. Par ailleurs, 12 personnes sur les 84 blessées au départ, admis dans des hôpitaux de Kinshasa, sont décédés. Le ministère de la Santé précise cependant que le bilan va potentiellement s'alourdir vu que les grands brûlés. Le ministère de la Santé précise cependant que le bilan va potentiellement s'alourdir vu que les grands brûlés peuvent être victimes de la défaillance d'organes. Pour rappel, ce camion citerne chargé de carburant en provenance de Matadi pour Kinshasa est entré en collision avec un autre véhicule en provenance de Kinshasa. Cette collision a provoqué un incendie ayant touché les habitants environnants. Cependant, le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national suite à cet incendie. Joseph Kabila a par ailleurs instruit dans un communiqué le gouvernement de la République à prendre des mesures appropriées d'encadrement de la population et des prises en charge dignes de funérailles de personnes décédées à celles de soins des blessés. Maître Mbao, les contraintes sécuritaires, vous avez suivi notre reporter. La sécurité avant tout, ils ont dit non. Il y en a qui sont venus de Kinshasa, les poids lourds de l'opposition sont venus de Kinshasa. On ne saurait peut-être pas bien maîtriser la population là-bas. Est-ce vrai? Ou ce sont des faux fuyants? Madame Tsala, ce que j'ai revu encore une fois de plus hier à Lubumbashi, c'est une confiscation des droits et libertés fondamentaux. C'est la violation de l'article 8 de la Constitution du février 2006 qui dispose effectivement que l'opposition est reconnue en RDC, les droits liés à son existence, à ses activités sont sacrés. Et là, c'est la désacralisation. L'autorité urbaine autorise et son adjoint dit non. Et c'est dans cette forme d'imbroglio que les choses se sont soldées. On nous a prié et on en a vécu à distance. Ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'était désolant. Il y a une répression sanglante. Des manifestants, ou en fait des gens qui étaient venus pour le meeting. Et il y a même des militants du mouvement Libération du Congo, c'est ici l'occasion d'en parler, 2 qui ont été interpellés par la police au prétendu motif qu'ils auraient porté des t-shirts avec l'effigie de Jean-Pierre Bemba Goma. Est-ce que c'est une violation constitutionnelle, c'est une violation? Porter l'effigie de Jean-Pierre Bemba, c'est un délit ou quoi? Moi, je ne comprends pas très bien. Ce n'est pas un délit, madame, on ne sait pas, on nous fabrique quoi? C'est comme ça, il y a un auteur, je cite le professeur Joly qui disait que le droit devient un instrument de production d'insécurité juridique lorsqu'il est manipulé par les médiocres. Vous savez, un médiocre, lorsqu'il ne maîtrise pas les dispositions de droit, c'est comme vous donnez une arme à un fou. Il devient non maîtrisable. Il risque d'attrister toute une communauté. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Pendant que je suis en train de vous parler, c'est tellement décevant. Les membres de l'opposition qui sont allés, les ténors, notamment Adolphe Mozito, F. Bazaïba, il y en a qui sont jusqu'aujourd'hui enfermés dans la parcelle de Kyungu-Kiakumwanza. Il y a un fort déploiement de la police. Et ceux qui étaient en retard n'ont pas la possibilité d'y accéder. Nous sommes dans quel pays qui fonctionne à géométrie variable? Tantôt on vous autorise d'aller pour des raisons, des vernis décoratifs, pour dire à la communauté internationale, voilà, les meetings s'est tenu à Kinshasa. Lorsque vous allez à Lubumbashi, on ne veut pas. On ne veut pas que des meetings se tiennent dans le Congo profond. Moi, je dis Congo profond. C'est un coucou à Tchèque Boukassa qui a fait son site qui s'appelle Congo profond. Donc, Kinshasa n'est que le miroir pour
démontrer ou faire montrer à la communauté internationale, mais le Congo profond, c'est autre chose. Pas de meeting à Lubumbashi, à Kisangani, au Kasaï, à l'Équateur, pas de meeting au Congo profond, c'est ça? Dire qu'il y a démocratie parce qu'ils nous ont autorisé, c'est un leurre. Ils nous ont autorisé ici à Kinshasa, c'est un leurre. C'est un mensonge grossier. Regardez, madame, ce qui s'est passé à Lubumbashi ne peut pas se passer dans un état sérieux. Et je donne raison au cardinal qui disait que nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Ce que je veux, que les gens ne sont pas libres de leur mouvement. La liberté, vous arrêtez les gens et puis vous les amenez sans que ces gens n'aient commis des forfaits au préalable. Et vous séquestrez d'autres. Ça ne fait pas sérieux. Ça n'honore pas la République. Madame, écoutez, dans une atmosphère comme celle-ci, triffée d'incertitudes, des répressions aveugles, pensez-vous que nous, l'opposition, le 21 novembre, serions-nous en mesure de descendre sur le terrain et battre effectivement campagne? Non. C'est comme ça que je disais que les élections, ce n'est pas un seul moment, le moment de l'urne. C'est tout un processus qui s'inscrit dans un cadre juridique, lequel cadre, lui aussi, s'inscrit dans un contexte politique déterminé social. Si le contexte politique n'est pas assez, le cadre politique n'est pas assaini, le cadre juridique n'est pas respecté, les élections qui sont organisées ne sont que des élections qui vont produire la démocrature, en lieu et place de la démocratie. Ce qu'on sait, on sait qu'ils veulent nous amener dans un semblant ou une forme d'élection simulée pour plébiscite, parce que ça sera une forme de plébiscite, pour nous faire plébisciter les candidats du FCC qui est pourtant pas en osmose avec le peuple congolais. Nous avons suivi l'accident avec ce qui s'est passé au Congo central. J'ai un juriste avec moi. La responsabilité de la société là, par rapport à ce camion-là, quelle est la place, la responsabilité de cette société-là? D'ailleurs, on ne sait pas, ce camion, c'était de quelle société d'abord, parce que l'image était floue, on ne sait pas. Et la responsabilité de cette société-là, comment ça peut se passer? Est-ce que ceux qui ont perdu le leur vont porter plainte où, en fait? Qui va les dédommager par rapport à tout ça? Il y a un problème aussi, il y a un flou artistique qui est entretenu autour de l'identification de cette société. C'est pas CEP, en fait, c'est pas CEP Congo en tout cas. C'est pas CEP Congo. Non, mais il y en a qui disent que c'est CEP Congo et tout. L'État veut éluder sa responsabilité. Mais à tout point de vue, madame, à chaque fois qu'il y a faute en droit, n'est-ce pas, il y a réparation. L'article 258 du Code civil congolais est clair. Il dispose ceci. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oublie celui par la faute duquel il est arrivé de réparer. Eh bien, les juristes. Et donc, vous connaissez bien les lois, mais l'application de toutes ces lois-là en République démocratique du Congo... Le problème, c'est que ces gens-là, ces victimes, n'ont qu'à saisir les instances compétentes pour mais aidez-les, peut-être ces victimes ne savent pas où s'adresser, ils peuvent s'adresser pratiquement chez qui? Non, les barreaux, s'ils sont démunis, nos différents barreaux disposent des bureaux de consultation gratuites. Où c'est? Au Bas-Congo? Par exemple, le barreau de Kinshasa-Gombe. Et va quitter, par exemple, parce que c'était à Kinshasa. Même les barreaux de Matadi, c'est plus distant que le barreau de Kinshasa-Gombe, le barreau de Kinshasa-Matete. Il suffit simplement qu'ils sentent en termes de distance. Avec Kinshasa. Par rapport à Kinshasa, par rapport à Matadi, je préfère, de mon humble avis, qu'ils viennent à Kinshasa. Mais ils n'ont qu'à soumettre la requête. Les bâtonniers vont apprécier l'opportunité et il va commettre l'office des avocats. Mais si vous avez des moyens, vous l'avez avec une forte dose de célérité. Parce que vous voulez une exécution beaucoup plus rapide et prompte. Vous n'avez qu'à consulter un avocat. L'avocat, comme je suis, ne se consulte pas. Ne s'auto-consulte pas. Il faut que quelqu'un vienne porter... Oui, sinon, ça frise le racolage. Et c'est improbe et indélicat. Pour un avocat de se constituer conseil alors qu'il n'a pas été initialement invité par la partie qui prétend avoir été offensée par un acte. C'est bon, hein? Vous avez donc, pour les victimes qui veulent, je crois, porter plainte, je crois que passer par Maître Daniel Mbao Soukissa, je crois qu'il va peut-être vous orienter par rapport à cela, parce que les victimes se plaignent qu'ils ont été abandonnés. Nous allons terminer par l'Ebola, encore l'Ebola à Beni. D'ailleurs, les derniers rapports disent que le risque est vraiment aggravé parce qu'il y a eu 2 cas vers l'Ouganda. Donc, le risque est très élevé de la propagation de cette épidémie en Afrique. Et évidemment, nous avons parlé déjà de Ndaï. Je risque peut-être de brûler une source, mais quand même, Élisée Nancy Odia m'a dit que Ndaï a été transféré
en Afrique du Sud par le gouvernement congolais. Donc, parce que Léon Malemba avait posté cette photo se demandant comment on peut abandonner en tout cas ce trésor de l'Afrique qui a marqué 9 buts qui n'a jamais été égalé depuis. Il y a eu un moment où Samuel Eto'o voulait prendre en charge Ndaye. Il y a même Moïse Katumbi qui avait demandé de prendre en charge Ndaye, mais comme vous le savez, Moïse Katumbi, c'est le brebis noir. Je ne sais pas comment ça se passait, mais Nancy Odia m'a rassuré que le gouvernement a pris en charge Ndaye. Donc, plus de détails racistes pour clôturer cette émission. Selon l'OMS, Béni est devenu le nouvel épicentre de l'épidémie à virus Ebola. La situation sécuritaire aurait contribué à l'augmentation des cas d'Ebola depuis le mois de septembre. La semaine dernière, souligne ce rapport de l'OMS, 39 nouveaux cas d'Ebola ont été signalés, dont 32 à Béni, soit 82% de nouveaux cas, alors que les équipes participant à la riposte ont connu plusieurs incidents sécuritaires mettant en péril la réponse à la maladie, a déclaré le porte-parole de l'OMS. Tariq Jazarevic a par ailleurs signalé que sur les 165 cas confirmés d'Ebola, 90 sont décédés et 53 sont guéris. Les autres sont hospitalisés dans les différents centres de traitement d'Ebola qui ont été installés. De façon générale, souligne-t-il, 26 cas suspects sont en cours d'investigation, alors que 6 nouveaux cas sont confirmés, dont 5 à Béni et 1 à Massirika. En outre, 3 nouveaux décès ont été confirmés à Béni. Tous les cas confirmés ont été localisés dans 7 centres sanitaires du Nord Kivu. À noter, 15 807 personnes ont été vaccinées, dont presque 6 000 à Béni, plus de 4 000 à Mabalaka, plus de 1 600 à Mandima, près de 1 400 à Katwa et plus d'1 millier à Butembo dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Donc d'emblée, vous devez savoir la place qu'occupent maintenant les réseaux sociaux sur les informations. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le buzz. Donc Ndaye a été prise en charge depuis toujours par le gouvernement de la République, et c'est le même gouvernement qui a pris en charge totalement les soins de Ndaye. C'est le gouvernement qui a fait venir l'avion médicalisé de l'Afrique du Sud à Kinshasa et de la Kinshasa en Afrique du Sud. Donc au moment où je vous parle, Ndaye se trouve présentement en Afrique du Sud pour le compte du gouvernement. Donc l'information qui est passée à travers les réseaux sociaux faisant état de la prise en charge par Samuel Eto'o, que nous connaissons bien, qui a toujours eu un bon cœur par rapport à tous ses coéquipiers, à tous le joueur, le footballeur africain. Mais pour le cas d'Ndaye, c'est le gouvernement congolais qui a pris en charge les soins. L'état dans lequel Ndaye est parti, c'était pas bon, donc il était dans un état critique. Mais nous apprenons qu'elle a été déjà prise en charge au niveau de l'hôpital, donc il n'y a plus à s'inquiéter là-dessus. Donc nous prions simplement à Dieu pour qu'il fasse, qu'il y ait une prompte guérison. Daniel Mba, vous avez eu la confirmation, hein, le gouvernement congolais prend à charge Ndaye. Donc tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux ne sont que spéculations. Non mais madame, il n'y a pas que Ndaye. Il y a eu toute une génération de léopards, 70, 64, 68, 74, qui ont vécu à Kinshasa ici et partout au Congo dans la clochardisation. Et on nous dira que le gouvernement a toujours pris en charge ces léopards. Avec quoi, madame, comme salaire à la base? Un maigre salaire de misère et impayé pendant beaucoup de mois. La situation de nos anciens léopards n'est pas si distante de celle des fonctionnaires de l'ONATRA, qui sont présentement 15 mois impayés. Donc ce sont des gens qui triment. Mais ce qui me fait mal et qui était en train de tarauder mon esprit, c'est que je me pose la question de savoir pourquoi simplement au Congo on ne sait pas sublimer des valeurs, des gens comme Ndaye. 9 buts. 9 buts, un record jamais égalé. Hein? Jamais égalé. Jamais égalé. Depuis, jamais égalé. Et vous voyez un joueur comme Samuel Eto'o qui veut prendre la responsabilité. Il n'y a pas que lui-même, il y a Aimé Kama Malé, et qui est pratiquement aujourd'hui à plat
Ah bon? Mais j'ai vu une fois Lemba, parce que moi je suis de Lemba, c'est ma circonscription. Samuel Eto'o descendre sur le terrain pour rencontrer Mekama Malé. Samuel Eto'o lui dit sans rire que tu as été à un moment donné de l'histoire mon idole. Je te regardais avec beaucoup d'admiration, et Mekama Malé. Si j'ai appris à jouer, tu es parmi mes mentors distants. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'on fait d'aimer Mekama Malé tous les autres? Ici au Congo, le plus important c'est de mourir. On reconnaît les valeurs après la mort. Et même dans votre corporation de journalistes, on sait qu'il y a par exemple Poète Kimuntu, je ne vais pas citer certains noms, notamment chez nous là-bas, avec Michel Koyapa, je vois Jean-Média Liwoso Institute, des valeurs, une jeunesse qui monte. Et vous êtes les fleurons aujourd'hui du journalisme. Et même celui de Télé 50 ici, Florid Zantoto, des fleurons. Mais qui parle de vous maintenant? Personne n'en parle. Et qui s'occupe de vous? Personne. Mais ils veulent que, parce que les Congolais attendent que vous basculiez. Le jour où on apprend que Madame Paulette Kimuntu a cessé d'être Paulette Kimuntu, ils vont commencer à vous tirer à boulet rouge. Ou le jour où on apprend que Madame Paulette Kimuntu est décédée, c'est ce jour-là qu'on commence à vous honorer. Ce n'est pas sérieux. Dans tous les domaines. Donc que le gouvernement prenne la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, j'insiste. Ici, je parle comme constitutionnaliste et j'insiste, madame, qu'aujourd'hui, la notion de la souveraineté ne se résume plus en termes, n'est-ce pas, de la capacité pour l'État de décider pour soi-même et pour le gouverner. Mais la notion de la souveraineté se résume en la capacité pour l'État de protéger ses citoyens et d'assurer leur bien-être et leur bonheur. Vous le savez aussi que nous avons perdu face au Zimbabwe c'est 2-1 ou 2-0 parce que 2-1. Donc je ne suis même pas arrivé à la fin du match tellement j'étais malade, triste. J'étais avec Maurice Gigandou, nous avons pleuré. Et pourtant, il y a eu les pros étaient là. Je ne sais pas, on a raté d'innombrables buts ce match. Mais comme on dit, patriote jusqu'au bout. Nous soutenons le Léopard. J'espère qu'au match retour à Harare, peut-être que nous allons relever les défis parce que nous devons aller au Cameroun 2019. Vous nous le devez, les Léopards, parce que vous êtes notre seule source, parmi nos seules sources de joie. Nous allons terminer encore avec de la tristesse. C'est béni, c'est l'Ebola. Il y a même un internaute qui m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein, cette histoire d'Ebola, pour qu'il n'y ait pas élection à l'Est ou qu'il y ait toujours des problèmes? On ne comprend pas cette résurgence à tout le temps de l'Ebola. Et pourtant, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps dans la province de l'Équateur, Grand Équateur. Merci madame. Permettez quand même pour une fois que je fasse un pas en arrière. J'aimerais poser la question, parce que j'étais aussi estomaqué autant que tout autre Congolais hier soir. Je sens la mort dans l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Avec tout ça, on va dire encore c'est Ibenge qui n'a pas bien coaché. Un État comme le Zimbabwe, qui n'a pas une histoire dans le monde footballistique. On ne comprend pas très bien. Mais qui vous bat à plate couture. Et la question que je pose, c'est vrai que je n'ai pas la prérogative de poser une question ici, c'était sous l'impulsion de qui est? On répondra, la population répondra par rapport à Ebola. Comment vous expliquez cette résurgence? Par rapport à Ebola, ben, ça fait tellement mal que l'on parle encore de cette maladie ou de ces virus Ebola. Dans l'entretemps, le Congo a des spécialistes. Et un des spécialistes est le meilleur même, Dr Mouyembe. Et qu'est-ce qui se passe pour que le Congo n'arrive pas à contenir ces virus? Comme c'est à l'Est, le problème... l'Est, s'il vous plaît, l'Est aussi est une zone où il y a beaucoup de forces, des rébellions, des petites zones, des poches d'insécurité. Est-ce que cela ne permet pas que cette maladie, en tout cas, se métastase assez vite? Parce qu'il y a des poches d'insécurité, les gens ont peur d'aller là où il y a de l'insécurité, peur de se faire tuer. C'est possible qu'il y ait irradiation du virus lorsqu'il y a trop de contacts physiques avec les étrangers. Mais je me demande pourquoi seulement le Congo. Est-ce que ce n'est pas un fonds de commerce cet Ebola? Parce qu'à chaque fois qu'on repère des virus, c'est la communauté internationale, c'est l'OMS qui mobilise des millions de dollars. Que fait-on avec ces millions de dollars? Est-ce que ce n'est pas un mécanisme de financement sournois du gouvernement? Je n'accuse personne. Parce que c'est vrai, plusieurs ministres ont pu défiler les ministères de la Santé. Aucun des ministres n'a pu éradiquer définitivement la maladie. À chaque ministre, son épidémie d'Ebola. Chaque ministre crée une épidémie d'Ebola. C'est quand même cynique, ça, quand même. Je me pose la question. Est-ce que, parce que
le virus peut être conservé quelque part. Je n'accuse personne, je ne dis pas que c'est ça, et puis effectivement, c'est une question, excusez-moi, qui taraude mon esprit. Je me dis, ben, est-ce que ce n'est pas un fonds de commerce, cette histoire d'Ebola? Est-ce qu'effectivement il y a Ebola ou pas? Ou ce sont que des supputations? Est-ce que vous avez expliqué? C'est vrai qu'on nous a donné certains cas. Est-ce que ces cas les sont effectivement? En tout cas, je crois qu'il y a des reporters sur le terrain qui ont peut-être vérifié l'information. Bienvenue, Bakoumania de l'AFP est descendu sur le terrain. Il m'a refilé quand même quelques informations. C'est vrai que l'Ebola sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Et merci donc à Daniel Mbaousukisa d'être passé à la barre. Il est avocat, il comprend bien l'expression. Il est candidat dans la circonscription de Moamba, candidat numéro 337 avec la machine à voter. Retenez bien le numéro, hein. Si vous ne retenez pas le visage, retenez ne fût-ce que le numéro, c'est le 337 si on ne change pas. Et encore, en tout cas, nos pensées à nos compatriotes décédés en Angola, 14 ressortissants congolais morts en Angola. Si nous devons faire des minutes de silence chaque dimanche, je crois que nous passerons 1 heure à nous taire pour commémorer nos compatriotes. Merci à Rassis pour la mise en onde. Merci à Maurice Gigandou à la régie finale. Merci à vous téléspectateurs et téléspectatrices et à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Alain Bolikango était à la prise de vue. Comme on l'a dit tout à l'heure à Daniel Mbawadi, sublimons nos compatriotes, nos repères. Je l'ai dit souvent, le grand-père d'Alain Bolikango était à la table ronde de Bruxelles lorsqu'on a acquis notre indépendance. Avec mon père, bien sûr, Yvon Kimpio. On se retrouve le dimanche prochain. Inch'Allah.